Imaginez un instant que vous vous réveillez dans un monde où tout le monde vous apprécierait sans aucune réserve. Plus de conflits inutiles, plus de disputes ou de rivalités, juste un océan de bienveillance qui vous entourerait en permanence. À première vue, cela semble idyllique. Cependant, en y réfléchissant un peu, serions-nous capables d'apprécier pleinement la chaleur de l'amitié ou l'ivresse de l'amour si nous n'avions jamais goûté à l'amertume du rejet ou de la haine? C'est précisément le point qui rend les relations humaines si riches et nuancées, l'existence inévitable de ceux qui, parfois, ne nous aiment pas, voire nous détestent en secret. Dans l'histoire de l'humanité, les conflits, les ruptures d'alliances ou les guerres naissent souvent de haines refoulées ou avouées. Du schisme entre Jules César et les membres du Sénat romain aux rivalités politiques contemporaines, la haine a toujours fait partie du paysage social. Il est donc essentiel d'apprendre à repérer les signaux, parfois subtils, qui indiquent qu'une personne nous tient à distance ou nourrit à notre égard une animosité dissimulée. Beaucoup d'historiens soulignent que, même dans les relations diplomatiques, l'hostilité n'est pas toujours affichée de façon directe. Pendant la guerre froide, par exemple de 1947 jusqu'à la fin des années 1980, les deux blocs, l'Est et l'Ouest, rivalisaient, se livraient à une véritable course à l'armement, tout en prétendant maintenir une forme de paix relative. Derrière les sourires de façade et les négociations internationales, chacun surveillait étroitement l'autre, cherchant des indices montrant une inimitié profonde. Dans nos vies plus modestes et quotidiennes, les dynamiques sont à une échelle plus réduite, sensiblement les mêmes. Certains sourires sont forcés, certaines politesses ne sont là que pour éviter un conflit direct, et l'on finit parfois par se demander si un tel ou une telle nous apprécie vraiment. C'est en comprenant les signes révélateurs d'une hostilité secrète que nous pouvons soit clarifier la relation, soit décider d'y mettre fin, soit simplement nous en distancer pour notre propre bien-être. Un sentiment de rejet peut survenir dans n'importe quel contexte, amical, amoureux, familial ou professionnel. Imaginez un collègue qui se montre cordial en réunion de service, mais évite ostensiblement de déjeuner avec vous ou de discuter de façon informelle à la machine à café. Ou encore un ami d'amis qui, lors d'une soirée, ne vous regarde presque jamais dans les yeux, semble hocher la tête sans vraiment écouter vos propos et fuit toute occasion de converser. Ces comportements, si on les considère isolément, peuvent passer inaperçus. Pourtant, en accumulant les indices, vous pourriez prendre conscience qu'une personne nourrit envers vous des sentiments négatifs. Il est parfois difficile de l'accepter. Nous aimerions croire que, si nous faisons l'effort d'être aimables, tout le monde devrait logiquement nous apprécier. Mais la réalité est tout autre, et c'est ce qui rend l'existence si riche en rebondissements. La diversité des personnalités et des ressentis fait que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Dans la psychologie moderne, on s'appuie souvent sur les travaux de Paul Ekman, qui a commencé ses recherches sur les expressions faciales et le langage corporel dans les années 60 et 70 pour détecter des signaux inconscients de rejet ou d'antipathie. Il a notamment identifié qu'un sourire forcé se reconnaît à la non-implication des yeux, tandis qu'un sourire sincère se lit également dans les rides d'expression autour du regard. Ekman a également montré que certaines micro-expressions sont difficiles à masquer totalement et peuvent trahir un malaise ou une réticence à communiquer. Tout comme en politique ou en diplomatie, la dissimulation d'une animosité demande un contrôle permanent qui n'est pas toujours maintenu de bout en bout. Au fil de cette vidéo, nous allons plonger dans 10 signes qui indiquent qu'une personne vous déteste, ou du moins vous apprécie très peu, mais le fait de façon discrète. Chaque signe sera accompagné d'exemples concrets, d'anecdotes historiques ou actuelles et de faits établis, pour vous aider à mieux repérer ces indices autour de vous. Le premier signe, c'est lorsque la personne se montre excessivement brève ou sèche dans ses échanges avec vous. Vous avez sans doute remarqué que, lorsque vous discutez avec un bon ami, le temps file à toute vitesse.
Même un sujet banal, comme évoquer la dernière fois que vous êtes allé faire vos courses, peut devenir un échange amusant. Au contraire, lorsque quelqu'un n'éprouve que de l'indifférence ou de la répulsion à votre égard, la conversation semble toujours expédiée. Les réponses sont laconiques. Oui, non, ça va, ok. Aux États-Unis, le psychiatre John Gottman, célèbre pour ses recherches dans les années 80 et 90 sur les relations de couple, a montré que le désintérêt ou le mépris s'exprime souvent par des réponses très courtes ou un manque total de questions envers l'autre. Lorsqu'un individu ne cherche jamais à relancer la conversation ou à vous connaître davantage, il se peut qu'il refuse d'approfondir le lien. Cela ne signifie pas toujours de la haine, mais c'est un signal d'éloignement que vous ne devez pas ignorer. Dans un cadre professionnel, ce genre de comportement peut se traduire par un collègue qui vous envoie des emails robotisés sans même un « bonjour » chaleureux, ni formule de politesse personnalisée. Tout est fait pour montrer que l'interaction doit rester minimale. Dans l'histoire récente, on peut évoquer certaines rencontres diplomatiques où, par exemple, un chef d'État a été volontairement succinct dans ses discussions publiques avec un homologue, montrant ainsi un malaise. En 1984, lors d'une rencontre entre Margaret Thatcher et François Mitterrand, certains observateurs ont noté un échange extrêmement poli mais froid. Les discussions étaient formelles, sans la moindre chaleur. Cela ne s'est pas traduit immédiatement par une opposition frontale, mais la brièveté des échanges laissait transparaître une certaine froideur. Ensuite, le deuxième signe se retrouve dans le langage corporel. Lorsqu'une personne vous évite du regard, croise les bras ou s'écarte de vous physiquement, c'est le corps qui parle avant les mots. Depuis la nuit des temps, l'être humain a recours à l'expression corporelle pour révéler ou cacher ses sentiments. Déjà, chez les Romains, on disait « vultus et index animi », le visage est le miroir de l'âme. Or, quand quelqu'un nous déteste ou nous craint, il s'efforcera de maintenir une distance, parfois même infime, comme un pas en retrait, et évitera de croiser notre regard. En 1971, l'anthropologue Edward T. Hall a popularisé la notion de proxémie, expliquant comment la distance interpersonnelle varie selon les cultures et selon le degré d'intimité recherché ou toléré. Lorsqu'une personne se tient volontairement loin de vous, qu'elle détourne le buste ou les pieds dans une direction opposée, c'est souvent le signe qu'elle ne souhaite pas établir de connexion. On observe ce phénomène dans toutes sortes de contextes. Un ami qui se place systématiquement à l'autre bout du canapé lors d'une soirée télé, un collègue qui fait en sorte de se tenir debout, à l'opposé de vous, pendant un pot d'entreprise, etc. Dans l'histoire, nombreuses sont les anecdotes de figures publiques, évitant délibérément le contact visuel pour marquer un désaccord profond. En 1960, durant la campagne présidentielle américaine, Richard Nixon était réputé pour son langage corporel très défensif lorsqu'il débattait avec John F. Kennedy. Bien que ce ne fût pas de la haine à proprement parler, la tension entre les deux hommes transparaissait nettement par la façon qu'avait Nixon de se tenir raide et de baisser le regard à certains moments cruciaux. Le troisième signe est le manque de confiance. Quand vous appréciez quelqu'un et que la relation est saine, vous êtes généralement prêt à partager des aspects de votre vie personnelle et à montrer votre vulnérabilité. En revanche, si quelqu'un se méfie constamment de vous, remet systématiquement en question vos intentions ou ne partage jamais rien de personnel, c'est un signe clair qu'il ne veut pas se rapprocher de vous. Prenons l'exemple d'un ami qui, même après des années d'amitié apparente, ne vous a jamais confié un souci personnel ou une anecdote intime et reste toujours sur la réserve. Les psychologues de l'école de Palo Alto, en Californie, ont étudié dans les années 1950 et 1960 la dynamique de la confiance dans les relations interpersonnelles. Ils ont montré que la capacité à s'ouvrir à l'autre est un indice fort d'empathie et de bienveillance. Sans empathie ni bienveillance, la personne construira un mur de réserve et restera prudente, voire suspicieuse. Au fil de l'histoire, des alliances politiques se sont effondrées à cause de suspicions mutuelles.
Par exemple, en 1797, la relation entre la France révolutionnaire et les États-Unis s'est dégradée rapidement en raison d'un climat de méfiance, marquant le début d'un conflit diplomatique appelé la quasi-guerre. Si dans votre cercle restreint, vous ressentez constamment qu'une personne vous soupçonne de tout et n'a aucune confiance en ce que vous dites, interrogez-vous. N'est-ce pas tout simplement un signe qu'elle ne vous porte pas dans son cœur? Le quatrième signe est la rapidité avec laquelle cette personne s'emporte contre vous. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un individu d'ordinaire calme ou même jovial s'irrite subitement dès que vous ouvrez la bouche, comme si votre simple présence l'exaspérait? Quand il y a de l'aversion, la patience est réduite à néant. Prenons l'exemple d'un coéquipier qui, lors d'un projet commun, critique systématiquement vos idées en s'énervant ou en soupirant avant même de vous avoir vraiment écouté. Ou encore un membre de votre famille qui, au moindre désaccord, monte immédiatement le ton contre vous, alors qu'il reste parfaitement conciliant avec les autres. Les chercheurs en psychologie sociale soulignent que la frustration peut provenir d'une antipathie profonde, parfois même inconsciente. Des conflits familiaux séculaires en sont le parfait reflet. Si l'on songe aux luttes entre clans écossais du XVIe siècle, telles que la rivalité entre les clans MacDonald et Campbell, on comprend qu'une hostilité enracinée depuis des générations rend la confrontation extrêmement rapide. Dans votre quotidien, si vous observez que la personne perd tout de suite patience et que les disputes s'enchaînent avec vous, c'est un signal fort. Ce n'est peut-être pas nécessairement de la haine, mais c'est un agacement poussé, révélateur d'une très mauvaise disposition à votre égard. Le cinquième signe, c'est la politesse forcée. Parmi les signaux qui témoignent d'une hostilité cachée, celui-ci est particulièrement délicat à détecter, car il se pare des atours de la bienveillance. Vous connaissez peut-être cette forme de cordialité excessive, presque artificielle, où la personne sourit de façon crispée, surjoue l'enthousiasme et semble faire un effort surhumain pour rester aimable. C'est ce qu'on appelle parfois le vernis social. On salue, on se montre poli, on ne dit rien de vexant, mais au fond, on fulmine ou on méprise l'autre. Sur le plan historique, on retrouve ce phénomène dans la diplomatie européenne du XIXe siècle, particulièrement durant les congrès internationaux, comme celui de Vienne en 1814-1815, les représentants des grandes puissances affichaient des politesses de façade, se complimentant mutuellement, mais en coulisses. Ils manœuvraient pour satisfaire leurs intérêts propres au détriment de leurs alliés du jour. Cela se retrouve également dans la vie de tous les jours. Une personne peut se montrer exagérément polie en disant « Bonjour, comment allez-vous ?» d'un ton un peu trop mielleux et en souriant de toutes ses dents alors que vous sentez que chaque échange est forcé. Souvent, cette forme de politesse excessive vise à éviter tout conflit. Dans certains milieux professionnels, il s'agit même d'une question de survie sociale. Ne pas se faire d'ennemis ouvertement, conserver l'apparence d'un bon collègue, mais sans éprouver la moindre estime ou affection pour l'autre. Le sixième signe se remarque à la volonté d'éviter tout contact direct. Si la personne peut en effet travailler ou vivre près de vous, elle s'ingéniera à programmer ses horaires de pause pour ne pas vous croiser, à sortir du bureau dès que vous y entrez, à délaisser les appels téléphoniques pour vous envoyer plutôt des messages laconiques. Cette stratégie d'évitement est très fréquente. Tout au long de l'histoire, des souverains n'ont pas hésité à organiser minutieusement leur emploi du temps pour ne pas rencontrer tel émissaire ou tel rival politique. Par exemple, le roi Louis XV, qui régna de 1715 à 1764, se plaisait à mener une vie très réglée à la cour de Versailles, et certains rapports indiquent qu'il connaissait les heures de promenade de certains courtisans qu'il exécrait, afin de ne pas avoir à leur adresser la parole. Au-delà de l'anecdote, cela témoigne d'un comportement universel, fuir la personne qu'on n'apprécie pas.
Ainsi, si votre voisin de palier a modifié ses habitudes de sortie, ou si votre collègue évite systématiquement la machine à café quand vous y êtes, c'est peut-être que votre présence lui déplaît plus qu'il ne veut bien l'admettre. À la longue, cet évitement se repère facilement, surtout si vous êtes le seul à subir ce genre de distanciation. Le 7e signe consiste à ne pas réellement écouter ce que vous dites. Quand on apprécie quelqu'un, on a envie d'entendre ses histoires, ses anecdotes, ses coups de cœur, ses soucis. On pose des questions, on rebondit sur ses propos. À l'opposé, quand on déteste secrètement une personne, on peut faire acte de présence poliment, mais l'écoute est partielle, voire inexistante. On ne s'intéresse pas réellement à ce qu'elle raconte, on survole ses messages, on hoche la tête mécaniquement, sans jamais poser la moindre question. Certains spécialistes du comportement notent que ce manque d'écoute peut se repérer dans les micro-feedbacks. Une personne réellement attentive ponctue la conversation d'approbation subtile, de regards, d'exclamations qui montrent qu'elle suit le fil. Si au contraire, vous voyez quelqu'un qui répond rarement, qui regarde son téléphone ou qui vous interrompt pour changer de sujet, c'est qu'il n'a pas envie de s'attarder sur votre univers. Les archives des procès de l'Inquisition au XVIe siècle révèlent parfois des attitudes d'inquisiteurs qui n'écoutaient peut-être pas vraiment les témoignages de certaines personnes, se contentant de noter des éléments à charge. La comparaison est certes extrême, mais elle illustre à quel point une écoute sélective ou superficielle découle souvent d'un parti pris négatif. Dans la vie de tous les jours, si vous constatez que vos propos n'ont jamais d'écho et sont constamment ignorés, c'est un signe que l'affection ou l'estime n'est pas au rendez-vous. Le 8e signe, c'est le refus d'essayer de vous comprendre. Au-delà de l'écoute, comprendre l'autre exige un effort d'empathie, la volonté de se mettre à la place d'autrui. Si une personne ne fait aucun effort pour voir les choses de votre point de vue, si elle balaie systématiquement vos idées ou les tourne en dérision, c'est le symptôme d'un mépris sous-jacent. On retrouve ce comportement dans les débats politiques qui ont émaillé l'histoire. Que l'on songe à la confrontation idéologique entre Thomas Jefferson et Alexander Hamilton à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis, leurs échanges étaient souvent vifs, chacun cherchant à démonter l'argument de l'autre sans jamais vraiment essayer de comprendre en profondeur sa logique. Dans la sphère privée, ce phénomène de fermeture peut se traduire par des expressions du type « Mais non, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. De toute façon, tu dramatises toujours. » ou « Tu te prends trop la tête. » En outre, certains individus optent pour le « one-upping », cette technique qui consiste à surenchérir immédiatement. Vous racontez une histoire et ils ajoutent aussitôt un événement plus impressionnant ou plus sensationnel, vous privant de toute possibilité d'expression. C'est une façon subtile de garder le contrôle de la conversation et de minimiser votre vécu. Au Japon, on dit qu'un signe de respect consiste à laisser parler la personne jusqu'au bout, à répondre par des hochements de tête et des « hi »,« oui » de compréhension. Le contraire, c'est couper la parole, contre-argumenter sans cesse ou ridiculiser. C'est un signe clair d'un manque de bienveillance. Le 9e signe, c'est l'exclusion des événements sociaux. Il y a peu de situations plus vexantes que de découvrir qu'on est le seul à ne pas avoir été invité à un anniversaire ou à une sortie de groupe. Dans le cadre professionnel, on peut réaliser que tous les collègues sont partis déjeuner ensemble, sauf vous. Cela peut également se produire en famille. Tout le monde part en week-end chez un cousin et on oublie de vous en informer. Dans l'histoire, on trouve des récits de réceptions grandioses où certains ennemis politiques ou membres disgraciés de la noblesse n'étaient pas conviés, marquant ainsi leur mise à l'écart officielle. Prenons un exemple datant de 1668, lors d'une fête somptueuse organisée par Louis XIV à Versailles. Plusieurs courtisans qui étaient en disgrâce n'avaient pas reçu de carton d'invitation. C'était un message très clair de la part du roi Soleil
signifiant qu'ils ne souhaitaient pas leur présence et qu'ils étaient à ses yeux indésirables. Dans la vie contemporaine, tout cela peut se produire sous des formes plus anodines, mais tout aussi blessantes. Vous apercevez des photos d'un dîner entre amis sur les réseaux sociaux et vous réalisez trop tard que vous n'avez pas été convié. Bien sûr, on peut chercher des excuses ou se dire qu'il s'agit d'un oubli, mais si la même situation se répète, il y a de grandes chances que cette exclusion soit intentionnelle et révèle un sentiment négatif à votre égard. Enfin, le 10e signe relève de votre propre intuition, de ce que l'on nomme en psychologie le gut feeling. Parfois, vous n'avez pas besoin de preuves tangibles ou de longues analyses. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Cet instinct provient de la façon dont votre cerveau perçoit les micro-détails de l'interaction, l'intonation de la voix, le rythme de la conversation, les expressions faciales fugaces. Bien sûr, il faut faire attention à la paranoïa ou à l'anxiété, car l'angoisse peut fausser le radar et nous faire voir des ennemis imaginaires. Mais lorsque vous éprouvez un sentiment désagréable, sans être pollué par le stress ou la peur, et que vous vous rendez compte que la personne vous méprise ou ne vous tolère que par obligation, c'est souvent un signal fiable. Dans le domaine des neurosciences, on sait aujourd'hui que le corps enregistre un grand nombre de micro-informations avant même que le conscient ne les analyse. Les Grecs de l'Antiquité, notamment les stoïciens, insistaient sur l'importance du sentiment intérieur pour guider nos choix de vie. Si, au fond de vous, vous sentez qu'une personne vous hait ou vous méprise, vous pouvez vérifier en observant ses actes et ses paroles. Si les signaux convergent, il est peut-être temps de vous éloigner. La question se pose alors, que faire quand vous constatez qu'une personne vous déteste en secret? L'histoire et la psychologie offrent diverses pistes. Certains choix célèbres ont démontré qu'une confrontation directe peut parfois libérer la tension. Winston Churchill, en 1941, alors qu'il endurait les bombardements allemands sur Londres, n'a pas eu d'autre choix que de confronter son ennemi de l'époque, Adolf Hitler, par le biais de discours et d'alliances militaires. Bien sûr, on parle ici d'un contexte de guerre internationale, mais le principe reste le même dans nos relations. Face à un problème, on peut parfois préférer la franchise en demandant calmement à la personne « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas entre nous. Est-ce que je me trompe ?» D'autres préconisent la voie de l'ignorance et de la prise de distance. Au Japon, la notion de tatemae, ce que l'on montre en public, et de on, ce que l'on pense réellement, explique qu'on puisse tout à fait maintenir une courtoisie de surface tout en s'évitant mutuellement dès que possible. On ne cherche pas la confrontation, on cherche simplement à préserver l'harmonie globale. Dans nos sociétés occidentales, il est plus fréquent de conseiller une discussion franche, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution si l'hostilité est marquée. Vous connaissez votre situation mieux que quiconque. Évaluez si la personne est réceptive à un dialogue ou si son animosité est si ancrée qu'un échange ne ferait qu'empirer les choses. L'essentiel, c'est de garder à l'esprit que vous n'êtes pas responsable des sentiments négatifs que les autres peuvent nourrir à votre égard, tant que vous êtes resté correct et respectueux. Bien sûr, si vous avez commis un faux pas ou blessé quelqu'un, il est de votre ressort de tenter une réconciliation ou de présenter des excuses sincères. Mais si l'animosité naît de la jalousie, d'un différend ancien ou simplement d'une incompatibilité de caractère, vous n'avez pas à porter ce poids sur vos épaules. La vie est courte, et il y a tellement de gens positifs avec qui partager votre temps et votre énergie. Comme le dit un vieux proverbe arabe, ce n'est pas parce qu'un chien vous aboie dessus que vous devez aboyer en retour. Vous pouvez choisir la paix, l'indifférence ou la diplomatie. Rappelez-vous aussi que ce genre d'antipathie peut, paradoxalement, avoir des effets bénéfiques si vous l'abordez de la bonne manière. D'une part, elle peut vous faire grandir en vous apprenant à mieux décrypter les comportements humains. D'autre part, elle peut vous aider à forger votre personnalité. Sentir qu'on n'est pas aimé par tout le monde vous pousse parfois
à renforcer votre confiance en vous et vos convictions. Dans un sens, si vous savez que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, vous vous sentirez plus libre d'être authentique. On rapporte souvent que Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle, était régulièrement moqué ou ignoré par certains de ses professeurs à l'adolescence qui le trouvaient trop rêveur. S'il s'était découragé en essayant coûte que coûte d'être apprécié, il n'aurait peut-être pas persisté dans la voie de la recherche scientifique. Face à la haine ou au rejet, vous pouvez prendre plusieurs décisions. Vous pouvez choisir de clarifier la situation, de fuir la personne ou même de faire la paix si vous percevez une lueur d'ouverture. Parfois, un conflit latent peut être désamorcé par un simple geste de conciliation. Dans d'autres cas, la rupture est la meilleure solution afin de préserver votre santé mentale. L'important est de ne pas vous enfermer dans un cercle négatif de rancune. L'histoire regorge de récits tragiques où des familles se sont déchirées sur plusieurs générations pour un conflit initial dont plus personne ne se souvenait précisément l'origine. Les vendettas corses ou encore les luttes interminables entre certaines familles de la noblesse européenne ont fini par se perpétuer sans raison valable, causant des souffrances inutiles. Dans votre quotidien, ne tombez pas dans ce piège. En conclusion, la vie est trop courte pour la passer à tenter de convertir ceux qui nous détestent en fervents admirateurs. Les plus grandes histoires d'amitié et d'amour naissent quand les cœurs s'entendent sur un terrain commun. Si ce terrain n'existe pas ou n'existera jamais avec certaines personnes, inutile de vous abîmer dans d'interminables efforts. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos proches, sur ce qui vous rend heureux. Mais avant de partir, j'ai envie de vous lancer un défi. Dites-moi en commentaire comment vous gérez ce genre de situation. Êtes-vous plutôt du genre à aller trouver la personne pour en discuter ou préférez-vous ignorer l'hostilité et vivre votre vie? Votre point de vue, vos anecdotes et même vos différences d'opinion m'intéressent. Alors, lâchez-vous dans les commentaires. Quant à moi, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour continuer l'aventure, activez la cloche si vous ne voulez manquer aucun contenu et partagez vos réactions. À très vite.